Bonjour, vous écoutez le podcast L'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots, Théâtre et Compagnie. Si vous désirez découvrir ce qui se passe derrière le rideau d'une scène de spectacle et écouter des artistes raconter leurs secrets, vous êtes au bon endroit. Ce podcast donne la parole à des artistes de théâtre, bien sûr, de musique, de danse, d'art en tout genre, au gré des opportunités. Je suis Isabelle S. de la compagnie La Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrée des coulisses. Ah, vous entendez ? Décembre et ses parfums de Noël commencent à nous chatouiller les narines. Les pulls de Noël moches ressortent des placards. C'est la saison des guirlandes, des bougies, des chocolats et la course aux cadeaux. Oh 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 oh. Ah, et oui, et ce monsieur-là, dont les clones plus ou moins réussis vont se balader devant les magasins. Bref, Noël approche. Si vous êtes fan de cette période, eh bien c'est la fête. Sinon, eh bien vous aurez plus de temps pour écouter ce nouvel épisode. Un épisode qui sera plus court que d'habitude. Période de fête oblige. Allez, calez-vous bien au chaud et découvrez le programme. Tout ou presque, c'est par cette formule que Marion Lornier de Théâtre en Mille et un lieux conclut sa chronique depuis 2 saisons dans ce podcast. Et il était temps, enfin, de lui offrir son interview. Ainsi, derrière la première porte des coulisses, vous allez rencontrer Marion. Elle nous partage son parcours professionnel qui l'a conduite jusqu'au théâtre. Elle partage aussi sa vie d'auto-entrepreneuse et sa conception de l'enseignement du théâtre. Derrière la deuxième porte, eh bien, vous allez encore retrouver Marion. Eh oui, c'est presque un épisode thématique, dites donc. Marion va nous parler des représentations de Noël au théâtre. Et derrière la troisième porte, surprise, une petite info surprise. Alors, restez jusqu'au bout, d'accord ? Allez-y, en coulisses. Je suis Marion Lornier, je suis créatrice et animatrice d'ateliers théâtre tout public. Tout ou presque. Donc c'est souvent par ces mots que tu conclus ta rubrique dans ce podcast L'entrée des coulisses, depuis déjà 2 saisons. Donc cette rubrique, ce sont des courtes chroniques sur des aspects méconnus du théâtre. Tu nous as déjà proposé différents petits thèmes, par exemple pourquoi on frappe 3 coups avant un spectacle, les expressions particulières, le langage des fleurs, etc., etc. Donc où est-ce que tu vas piocher tes idées pour alimenter ta rubrique tout ou presque ? Alors d'abord, il faut savoir qu'en plus d'être passionnée de théâtre, je suis passionnée d'histoire et surtout de la petite histoire dans la grande histoire. Donc moi, ça m'intéresse dans ma pratique théâtrale déjà de savoir tous ces coulisses. Voilà, j'enseigne aussi beaucoup aux enfants le théâtre et c'est vrai que je mets un point d'honneur à faire un peu cette culture théâtrale pour leur donner via ces petits tips, ces petits secrets d'histoire, l'envie d'aller vers le théâtre. Donc on découvre pourquoi on frappe 3 coups, voilà, tout ce genre de choses dont les enfants ils adorent et les adultes aussi, en vérité on adore tout savoir. Est-ce que c'est aussi parce que ça vient d'un goût aussi personnel pour l'histoire par exemple ? Oui, moi je suis passionnée d'histoire. J'ai à la base une formation d'histoire parce que j'ai fait j'ai un master d'histoire. J'ai enseigné dans l'éducation nationale l'histoire à travers ma formation professionnelle et j'ai toujours ce goût très prononcé. Donc c'est vrai. Et puis je suis une grande lectrice, une très très grande lectrice. Oui. Donc du coup, dès qu'on lit, dès qu'on découvre des romans, on apprend plein de petites choses et on a envie de savoir encore plus. Et c'est vrai que moi je t'ai découverte par Instagram, où donc tu postais, ou tu postes toujours d'ailleurs, des petites astuces de diction qui sont pas toujours faciles, et aussi toutes ces petites choses autour de la petite histoire, de la grande histoire du théâtre. Et c'est pour ça que je t'avais contacté et invité à venir participer à l'entrée des coulisses, parce que je trouve que ça colle très bien avec le concept. Alors justement, est-ce qu'on t'en parle de ta rubrique tout ou presque, Marion ?
Eh bien oui, Ouais. on m'en parle. Je commence à avoir des gens qui me disent qu'ils aiment ma rubrique, que je commence à avoir des enfants et des adultes à qui je donne des cours de théâtre qui écoutent un petit peu et qui me font des retours. Donc c'est toujours très intéressant, parfois un petit peu impressionnant parce que c'est vrai qu'on livre cette chronique comme ça et après les auditeurs s'en emparent et aiment ou aiment un peu moins selon les sujets aussi. Il y en a qui me disent oh celui-là j'ai un petit peu moins aimé ou Ouais. celui-là j'ai beaucoup aimé et c'est quelque chose en tout cas que moi je prends beaucoup de plaisir à faire et on me le dit. On me dit ça s'entend que tu as plaisir à partager ces petites choses. En tout cas, moi, en privé, j'ai déjà au moins 2 fans à te présenter. Guy Chouraki, donc le comédien qui fait partie de la danse des mots, et Monsieur mon mari aussi, qui, comme je te le disais en off tout à l'heure, se précipite d'abord sur ta rubrique avant d'écouter les miennes. Voilà. Et ben, je les remercie beaucoup et puis j'ai hâte qu'on se rencontre, qu'on puisse parler en live un petit peu de cette chronique et en tout cas je les remercie de nous écouter. Oui, tu as raison. Remercions-les. Remercions toutes les personnes qui nous écoutent. Alors Marion, tu n'es pas que chroniqueuse dans un podcast, tu es aussi, j'ai listé plusieurs choses, tu es aussi comédienne, directrice d'entreprise culturelle, metteuse en scène, professeure de théâtre plus pour les enfants, en tout cas avec une grosse partie enseignement pour les enfants. Comment on arrive à faire tout ça? Comment tu arrives à faire cohabiter toutes ces différentes casquettes? Alors ça se fait déjà très progressivement, c'est-à-dire que moi j'ai commencé en 2005 je faisais du théâtre en amateur, voilà, dans une compagnie. Donc j'ai commencé chez les enfants, puis je suis allée au cours ado, puis au cours adulte. Et puis le responsable de cette compagnie, donc de la compagnie de la Dandinière, m'a dit un jour, mais pourquoi tu m'assisterais pas sur le groupe que je donne avec les ados pour découvrir un petit peu ce que c'est que la mise en scène et ce que c'est que gérer un groupe. Donc je l'ai assisté pendant 1 an. Oui. Voilà, j'étais encore mineure à l'époque, donc ma maman m'emmenait, etc. Tout en continuant à jouer sur scène, le petit spectacle à la fin de l'année, voilà. Et puis l'année suivante, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on te confie un cours enfant? Donc j'ai animé tout de suite un cours enfant. Dans la compagnie où on est, on doit produire un spectacle en fin d'année qu'on joue 2 ou 3 fois. Donc il a fallu très vite que je mette dans le bain. Et puis au fur et à mesure, ça a été un cours enfant, 2 cours enfants, 3 cours enfants, des cours ados, une envie de plus en plus faire des mises en scène longues, d'aller dans des sujets qui me passionnent. J'ai eu la chance d'avoir toujours des groupes qui m'ont suivi dans tout ce que j'avais envie de monter. J'ai monté avec des ados une pièce sur le frère de Göring, d'Hermann Göring, D'accord, qui est Albert oui. Göring, qui est résistant à la différence de son frère. Ils m'ont suivi dans le projet. Et puis un jour, en 2019, j'ai eu envie de quitter l'éducation nationale pour tout un tas de raisons. Je ne me retrouvais plus dans ce métier. D'accord, ok. Donc ça veut dire que quand tu as commencé à donner tes cours, donc tu disais que tu étais mineure au départ, donc tu as fait cohabiter ça avec tes études, je suppose? Oui. Donc j'avais mon bac. Ouais. Ensuite, je suis allée à la fac et je me libérais le mercredi pour pas avoir cours. Et du coup, je donnais mes cours le mercredi. D'accord. Et donc, tout en étant instite, tu donnais déjà des cours de théâtre, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, faire cohabiter comme ça différentes activités, ça fait longtemps que tu le fais, tu es habitué. Oui, voilà, je l'ai fait pendant une dizaine d'années où, pendant mes études et puis après quand j'étais en poste où j'avais toujours le mercredi des ateliers théâtre. J'étais pas à 100% à l'éducation nationale, donc j'avais aussi des ateliers parfois le soir. Et puis en 2019, j'ai quitté l'enseignement définitivement et je me suis dit, enseigner le théâtre, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui me passionne. D'accord. Sous quelle forme? Parce qu'il y a 1 milliard de formes. Oui. Moi, je ne souhaitais pas devenir comédienne professionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment la direction d'acteur et la mise en scène. D'accord. Et j'ai choisi de créer une petite société pour pouvoir animer dans différentes compagnies, dans différentes écoles et dans différents musées, des ateliers théâtre. D'accord. Donc, c'était une sorte de reconversion, on va dire, de prof. Tu enseignais l'histoire, c'est ça? Tu disais... Oui, l'histoire et le français. Histoire et français, d'accord. Enfin, ça restait toujours de l'enseignement, mais c'était pas la même matière. C'est ça. Mais comme j'avais ces cours de théâtre en parallèle, en vérité, j'ai commencé mon métier dès le début. Oui. Je pense que c'est juste que peut-être il y avait un petit souci de légitimité, de syndrome de l'imposteur. C'est un petit peu à la mode ce mot, mais où je me disais,
c'est quand même une vie très particulière de vivre de théâtre, de vivre de l'art. C'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la sécurité, Oui, et totalement pas dans la sécurité du poste de fonctionnaire dans lequel j'avais commencé à tracer ma voie. Donc, c'est clair. je pense que voilà, cette envie, elle a toujours été là. Mm. Et effectivement, c'est toujours de l'enseignement. Oui. Mais du coup, comment ça s'est fait cette transition alors? Parce que tu as effectivement une structure qui s'appelle Théâtre en mille et un lieux. Comment s'est fait l'articulation entre je suis encore en poste, je suis prof, voilà, et tout d'un coup, je lâche tout ça et je suis à la tête de ma structure? Alors, c'est une combinaison de plusieurs choses. Déjà, j'avais de plus en plus de cours de théâtre. Oui. J'avais une volonté d'aller encore plus loin dans des projets, avec des projets plus ambitieux au théâtre. J'avais aussi très envie de mettre en scène un groupe adulte. Mm. Parce que j'adore travailler avec les enfants, mais il y a dans la mise en scène et dans ce qu'on peut leur demander des limites. Oui. Parce que bah voilà, pour eux, il faut que ça reste vraiment un loisir, etc. Et avec les adultes, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Et j'avais pas assez de temps, Oui. finalement. Il y a aussi le fait que bah voilà, dans l'enseignement, je m'y retrouvais plus du tout. Mm. Et vraiment, je me suis vraiment posée au mois de juin en me disant, je n'y retournerai pas. J'ai suffisamment de cours pour m'assurer un reste à vivre, parce que bon, il faut quand même vivre. Bien sûr. Donc j'ai suffisamment de cours pour démarrer voilà, et pouvoir au moins pendant un an me lancer comme ça. Mhm. Très vite est arrivé le Covid, donc les Eh oui. ateliers ont été Eh mis oui. un petit peu en stand-by, même si moi j'ai eu la chance que tous mes élèves me suivent sur les cours en visio. Ah, c'est cool ça. J'ai Mm. vraiment eu cette chance. Alors, un peu moins de mars à juin 2020, évidemment, on n'a rien présenté comme spectacle. Mm. Mais en 2021, on s'est vu en vision, on s'est organisé pour pouvoir quand même en juin 2021 présenter quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance. Et cette période de Covid m'a permis de me dire, j'adore l'histoire, je veux enseigner le théâtre, il faut que je crée Mm. mes ateliers théâtrales thématisés Ouais. pour les écoles. Et donc, j'ai créé des ateliers sur François Ier, sur D'accord. Napoléon, sur des périodes historiques que je peux aller jouer, voilà, dans des écoles, etc. Ok. Donc, le Covid a été un peu bénéfique quand même. Oui, finalement, ça a été source de créativité. Oui. C'était très bien. Alors, pourquoi théâtre en mille et un lieux? Alors, parce que dans mes activités de théâtre, je donne des cours à plein d'endroits différents, dans plein de structures différentes, avec des fois des très belles salles où on a des scènes et on a énormément de chance. Et puis, des fois, c'est des salles municipales où c'est, voilà, on doit ranger le cours de dessin qui a eu lieu avant et remettre Ouais. la salle en place pour le cours d'après. Je fais aussi dans des écoles, dans des musées. Donc, en fait, c'était vraiment dans plusieurs lieux. Et c'est montrer qu'en fait, le théâtre peut aller partout. Mm. Qu'on peut, avec peu de choses, peu de moyens, parce que moi j'arrive avec juste mon sac, mes copies, Ouais. une petite boîte de costumes, et on crée des choses ensemble. Donc il y avait vraiment cette notion de différents lieux, et 1000 parce qu'aussi pour moi ça représentait le fait qu'ensemble en fait on fait les choses. Ouais. C'est-à-dire que moi dans ma façon d'amener les choses, on construit avec Mhm. les enfants, avec les élèves. Mhm. Voilà. Moi je suis un peu le chef d'orchestre. Mais en vérité, sans eux, je ne suis rien. Oui. Et eux m'apportent autant que ce que je peux leur apporter. Mhm. Donc voilà, c'était ces idées-là qui ressortaient dans le nom. Mhm. Donc, toute la partie enseignement, tu maîtrisais, la partie théâtre pur, tu connaissais, puisque tu avais déjà eu toi-même une pratique théâtrale. Mais du coup, la casquette de chef d'entreprise, haha, ça a dû t'apporter pas mal de surprises, ça, non? Alors ça, c'était, je pense, l'une de mes plus grandes peurs, parce qu'il y a plein de choses que je maîtrisais pas du tout. Tout ce qui est démarché. Parce Oui. que voilà, ça c'était compliqué pour moi, parce que créer un dossier de prêt, des choses que je ne savais pas faire. Il y avait toute la partie comptable. Oui. Ça était quelque chose qui pour moi a été le plus difficile. Mais en fait, on se forme. C'est-à-dire que quand on a envie, on se forme, on lit, on Mhm. appelle les impôts pour savoir comment faut faire, on appelle l'URSSAF. Et voilà, et finalement, j'y ai passé beaucoup de nuits blanches. Mm. J'ai défait, refait, redéfait, refait. Mais à un moment donné, quand on se lance et qu'on a envie, on y arrive. Et moi, ça m'a appris, en tout cas, la casquette chef d'entreprise, la persévérance Oui. que je soupçonnais pas chez moi. Mm. Ça m'a appris que j'étais capable de dépasser mes limites. Mm. Et voilà, moi, ça m'a apporté énormément de choses. Mm. Ça m'a aussi apporté beaucoup de fatigue et de nuits blanches parce que la première Bien année, sûr. je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On a tellement peur que ça marche pas qu'on travaille énormément. Oui. Mm. C'est tellement notre bébé qu'on ne délègue pas beaucoup. Oui. Et du coup,
bah voilà, on se fatigue beaucoup la première année, puis après on se dit on va déléguer. Moi j'ai la chance d'avoir un mari qui maîtrise l'informatique, donc je lui dis eh bien mon site internet je te le délègue avec plaisir. Voilà. Donc voilà, on apprend aussi à déléguer, on apprend à travailler avec les autres en fait. Et est-ce que tu as bénéficié d'aides particulières pour monter cette entreprise? Pas du tout. Alors moi, j'ai choisi une structure qui est quand même assez simple au niveau administratif. J'ai choisi dans un premier temps d'être entrepreneur individuel, d'avoir une micro-entreprise. Oui. Quitte après à basculer sur une entreprise, mais c'est ce qui me semblait le plus simple. Et après, j'ai pas du tout eu d'aide en fait. Alors peut-être parce que j'en ai pas demandé. Hein, oui. Alors nous, on a la chance en auto-entreprise, quand on est dans le milieu culturel, d'avoir des cotisations qui sont un petit peu moins élevées, donc du coup bon c'était un peu plus facile. Je n'ai pas été chercher d'aide. Alors pendant le Covid j'ai eu la chance d'avoir une petite aide parce que nos activités se sont arrêtées, mais sinon je pense que j'ai pas eu d'aide parce que j'en ai pas cherché. Oui, d'accord. Ok. Tu es toute seule à la tête de cette entreprise ou est-ce que tu as des personnes qui t'aident, qui collaborent avec toi pour la faire fonctionner ou pas encore peut-être? Je suis toute seule. Alors, j'ai quand même mon mari à qui j'ai délégué le site internet. Donc, voilà, donc il m'aide pour le site internet. Après, pour le démarchage, l'animation des ateliers, le compte Instagram, je suis toute seule. Oui. Ce qui veut dire que parfois, le compte Instagram est super fourni, puis d'autres, des fois, un petit peu moins parce que les journées n'ont que 24 heures. Mais je suis seule. Après, moi, c'est vrai que quand je travaille dans des associations, il y a quand même l'association qui est autour de moi. Et voilà, le jour où on fait le spectacle, il y a les membres de l'association qui viennent nous aider à installer la salle, etc. Donc, voilà, je suis toute seule, mais au final, il y a quand même des gens un petit peu autour de moi. Voilà. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient à 1000% et tout ce que je fais pour eux est formidable, donc c'est assez super. Ça aide. Ils soutiennent, voilà, effectivement beaucoup. Mais non, pour l'instant, je suis encore toute seule parce que l'équilibre financier est toujours est là, mais c'est pas, je ne peux pas encore déléguer un comptable, par exemple. Oui. Et puis après, pour la conception et l'animation, je pense que c'est tellement personnel et tellement que je pense que je déléguerai jamais. Oui. Le théâtre. Comment es-tu arrivée à faire du théâtre? Donc tu nous as dit que tu avais commencé assez jeune, mais tu aurais pu être attirée par la danse, par le foot, par la natation, par je ne sais pas quoi. Or, c'était le théâtre. Alors, j'y suis venue, je vais pas dire par hasard, mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui nous a permis de faire plein d'activités. Et je faisais déjà de la danse, je faisais déjà du judo, je faisais déjà de la musique. Et ma sœur a voulu faire du théâtre. Elle était très jeune, elle avait à peine 4-5 ans, donc c'était difficile de trouver une troupe. Et elle a eu la chance de trouver le petit théâtre de Messy, d'en faire une année. Et ma mère s'est dit, il faut que je mette Marion au théâtre, parce que moi, à 8 ans, aller toute seule à la boulangerie, demander un pain au chocolat, parler à un étranger, c'était quelque chose de très, très problématique. J'étais ultra timide, c'était difficile. Et ma mère s'est dit, bon, on va l'inscrire au théâtre et on va voir si elle se débloque. Et effectivement, dès que je me suis inscrite, j'ai aimé. Alors, j'ai aimé jouer, mais je pense que c'est pas ça qui m'a plu le plus. J'ai aimé organiser, j'ai aimé ce côté coulisses, en fait, où on prépare les costumes, où on prépare les décors, cette effervescence, se vivre ensemble, c'est vraiment ça qui m'a plu. Et j'ai eu la chance, voilà, au Petit Théâtre de Messy, d'être accompagnée par, des professeurs qui ont fait grandir cette passion, qui l'ont nourrie. Et puis après, un peu plus vieille, j'ai aussi eu beaucoup de chance de rencontrer une prof de français qui m'a fait lire du théâtre. Et là, tombée amoureuse de très beaux textes. Et je me suis dit, mais c'est magnifique. Donc voilà comment j'y suis venue. D'accord. Par ma maman qui m'a un petit peu poussée. Oh, merci maman. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc tu as quand même aussi une expérience de la scène. Tu as joué des spectacles. Mais dans ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est pas ce que tu as préféré. Non. Non, moi très clairement, c'est difficile pour moi de jouer, c'est difficile de sortir mes émotions, ça me demande un effort, ça me demande un metteur en scène très patient, qui me refait faire, etc. Mais vraiment, moi là où j'aime, c'est accompagner les enfants ou les adultes que j'ai sur scène, leur permettre de s'exprimer, de lever les barrières, leur permettre d'être fiers d'eux à la fin du spectacle et de se dire, on l'a fait, on a réussi, on a été au bout d'un projet. C'est ça qui vraiment me passionne. Oui, donc tu es une médiatrice, on va dire, puisque tu les amènes à découvrir des auteurs, des textes, etc. Mais tu es aussi une accompagnatrice, comme
tu les amènes à éclore, j'ai envie de dire, dans ce que j'entends. Hein? Oui, c'est vraiment cette image d'éclosion. Et moi, je mets un point d'honneur à accepter tout le monde dans mes ateliers. Et j'ai eu pas mal de fois des enfants en situation de handicap, parfois assez lourds. Et on leur a permis, voilà, ensemble, on a construit avec eux de pouvoir monter sur scène. Et même si c'est dire 4 phrases, et être hyper fier d'eux. Et ça permet ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire à l'école, c'est-à-dire de valoriser chaque enfant avec ses capacités. Moi, je leur demande pas d'être les meilleurs acteurs du monde. Je leur demande d'y aller, d'oser. Et voilà. Et après, c'est super, quoi qu'on fasse. Ce qui est très étonnant, c'est le petit paradoxe, justement, c'est que tu leur permets d'accéder à la scène et à s'exprimer et à briller, à avoir leur heure de gloire, en fait, pour chacun sur scène. C'est quelque chose qui te fait peur à toi. C'est vrai, oui, c'est ça. Après, voilà, j'étais quand même très contente de jouer, mais voilà, de jouer dans une troupe amateur m'allait très bien et je me voyais pas aller basculer vers du professionnalisme, parce que par exemple dans la troupe amateur où je jouais, on a plusieurs talents qui sont partis vers le professionnel et qui font ça avec brio maintenant. Moi, ça m'a pas attiré, mais je pense que je sais tellement ce que c'est quand on a 8 ans de pas oser parler et peut-être d'avoir plein de choses très intéressantes à dire, mais de pas savoir comment les dire, de pas oser, que de voir mes élèves y arriver. Je me dis waouh, super, quoi. Ouais, c'est chouette ça, c'est très valorisant pour toi et pour eux. C'est un joli travail d'équipe du coup. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, moi, je suis pas le professeur qui arrive avec tout son savoir et qui leur délivre mon savoir. Non, c'est un échange. Et il m'apporte plein de choses. Et avec les plus grands, parfois, je leur demande s'ils ont des idées de mise en scène. On essaie de voir comment on peut les mettre aussi dedans. Parfois, on a eu la chance d'écrire complètement notre spectacle nous-mêmes. Donc, eux ont écrit. Donc, c'est vraiment un échange. Ah, c'est chouette. Ok. Quelle différence y a-t-il entre un groupe d'adultes que tu dois coacher pour faire du théâtre et un groupe d'enfants? Je suppose que ça doit être différent, forcément. Oui, c'est différent. Les deux sont extrêmement intéressants. Alors, évidemment, les enfants, en termes de mise en scène, on va être sur des choses beaucoup plus simples. Voilà, en sachant que moi, quand même, avec les enfants, je fais quand même des spectacles de 45 minutes, même pour mes groupes de 8 ans. Donc, c'est quand même déjà un spectacle assez lourd. Mais on va être sur une mise en scène un petit peu plus simple. Après, le travail d'acteur va être beaucoup plus rapide parce que eux, tout de suite, ils ont l'émotion juste et très naturelle. Et moi, mon travail, ça va être juste qu'ils la gardent au fur et à mesure des répétitions. Ils sont assez autonomes, les enfants, finalement. C'est-à-dire que je vais leur dire, vous allez avoir un costume rouge. La semaine d'après, ils m'ont amené un costume rouge. Voilà, ils sont très autonomes. Les ados, on a plus de timidité, mais une fois qu'ils sont lancés, qu'ils adhèrent au projet, ils sont capables de mi-chose. Je parlais par exemple de la pièce sur Göring que j'ai eu la chance de faire. J'ai fait ça avec un groupe ado entre 12 et 17 ans. Ils sont vraiment investis. Les adultes, on peut aller plus loin dans la mise en scène, on peut aller plus loin dans la direction d'acteurs, mais ils ont beaucoup plus besoin des fois d'être maternés. Ah oui. J'en parlais d'ailleurs mercredi avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vraiment besoin qu'on leur fasse une conduite, leur dire quand est-ce qu'ils rentrent, etc. Donc les enfants, eux, c'est un peu ils se posent pas de questions, voilà. Les adultes ont parfois besoin d'être un petit peu plus maternés. Il y a parfois un peu plus de discipline à faire chez les adultes parce que on est content de se retrouver après la journée de travail et on a vite envie de parler. Ça papote. Si on gère pas, le cours peut commencer vraiment très tard, donc on est toujours obligé de dire bon, allez, on commence. Il est temps. Mais voilà, c'est autre chose. Après, c'est évident que les spectacles adultes, ça m'a offert d'autres possibilités puisque là, j'ai la chance de peut-être pouvoir aller jouer dans un musée national avec un groupe, un spectacle qu'on a fait sur la guerre. Donc ça amène quand même aussi une plus large exposition. Voilà, donc c'est aussi très enrichissant. Et puis il y a beaucoup d'échanges aussi avec les adultes qu'il n'y a pas toujours avec les enfants. Ils ont plus d'idées. Est-ce que tu gardes des souvenirs particuliers de spectacles avec tes cours? Tu vois, ce genre de spectacle où tu te dis « Waouh, là, c'était fort, là, on a réussi un truc que je trouve extraordinaire. » Oui, alors déjà, il y a la toute première pièce que j'ai mis en scène avec un groupe enfant qui était le fantôme de la demoiselle, qui est déjà un très joli souvenir parce que c'est des enfants qui n'avaient jamais fait de théâtre. Moi, j'avais jamais fait une mise en scène, c'était mon premier cours tout seul. Donc, j'étais un peu...
et on s'est construit ensemble en fait. Ouais. Et après, je garde des souvenirs merveilleux d'une mise en scène que j'ai faite d'Histoire à lire debout, d'Allègre avec un groupe ado où en fait sur le papier on se dit mais c'est pas pour des ados et en fait ils plongent dedans, ils y vont à fond. Il y a ce spectacle, j'en parle encore parce que vraiment c'est je pense l'une des mes plus belles mises en scène qui est le spectacle sur Albert Goering où là vraiment Oui. c'est la Seconde Guerre mondiale. Et quand on a la chance d'avoir une salle en pleurs à la fin, parce qu'ils sont émus de ce qu'ont joué les jeunes, de ce qu'ils ont réussi à transmettre, c'est waouh. C'est beau, ouais. C'est waouh, ça a vraiment. Enfin, quand je suis allée les présenter sur scène, j'ai retenu mes larmes parce que j'étais vraiment très touchée. Et une autre mise en scène, c'est mon dernier spectacle avec les adultes, La gloire pour tout le monde, sur un hommage aux femmes pendant la Première Guerre mondiale, Oui. qui est un spectacle qui est très long, qui fait 1h45, qui fait appel à beaucoup de connaissances historiques. Nous, on est une toute petite troupe, donc les costumes, on a fait nous-mêmes. Et on était pas. Des fois, le groupe était pas sûr en fait qu'on allait y arriver. Ouais. On s'est dit oh là là c'est trop long, c'est pas forcément. Ils étaient pas toujours hyper confiants. Et j'ai vraiment eu un travail de les mettre en confiance. Et quand on a fait cette première et qu'on s'est dit wow, et qu'on a le public qui a la chance. Bon, après c'est nos familles, hein, forcément ils nous font un super retour, mais oui, de nous quand faire même un beau retour, on se dit waouh. Donc ça c'est vraiment 3 pièces qui m'ont marqué. Et après il y a une pièce qui m'a marqué, c'était l'année du Covid où malheureusement c'était un Agatha Christie et voilà, faut aussi le dire quand on se plante ou on a voulu que ce groupe ado ils se quittaient. C'est-à-dire que l'année d'après ils se réinscrivaient pas parce qu'ils allaient à la fac. Oui. C'était des enfants qui étaient avec moi depuis 10 ans. Donc on avait envie depuis longtemps de faire un Agatha Christie, on s'est lancé. Et c'est vrai qu'avec toutes ces répètes ratées, le jour du spectacle, il y a eu des blancs, des trous de scène. Ouais, et moi, c'est un groupe où j'étais tellement en confiance que je faisais les sons et lumières, la régie, pas dans les coulisses avec eux, mais avec les régisseurs de la salle. D'accord. Et là, en fait, c'était horrible le fait d'être là-haut. Tu pouvais pas les aider. Tu pouvais pas les aider. Ouais. Et ça a été vraiment quelque chose de. Alors ils s'en sont sortis, hein. Ils ont réussi à se dépatouiller, l'histoire a eu lieu, mais ça a été moi mon truc où je me suis dit plus jamais. Oui. En fait, plus jamais. J'ai eu vraiment l'impression de les abandonner. Oui. Je comprends. Donc voilà, c'est un souvenir un peu moins positif, mais qui m'a appris. Voilà, qui m'a appris à non, pas être trop toujours dans la confiance, aussi remettre les choses à leur place. Et puis maintenant, je me mets bien dans mon coulisse avec le texte et je les accompagne jusqu'au bout. Super. Génial. Très bien. Pour terminer, quels sont tes projets ? Alors cette année, j'anime 15 cours dans des écoles, 15 ateliers dans des écoles. Et dans l'une des écoles, le but est que les 11 classes de l'école se retrouvent sur un spectacle commun autour de Cyrano. Donc je vais évidemment écrire ce spectacle sur lequel ces 11 classes vont se retrouver. Donc il y a pas mal de boulot, puisque ça va de la petite section au CM2. Donc il faut que chacun ait un rôle et s'y retrouve. Ça va être aussi faire rejouer. J'ai la chance que le spectacle La gloire pour tout le monde, le spectacle hommage à la Première Guerre mondiale, se rejoue en janvier. Oui, en cinéma, on refait une date. On a des projets de jouer dans un musée. J'en parle pas trop parce que c'est toujours très long à se mettre en place et tant que c'est pas signé définitivement. Donc ça, c'est les 2 gros projets. Et puis après, j'ai tous les cours en association où on va cette année se produire 2 fois en fin d'année dans 2 lieux différents. Donc on est parti sur pas mal de mises en scène à mettre sur pied. Et l'objectif, c'est que on y arrive et qu'on présente de jolies choses en fin d'année. Alors Marion, en général, après l'interview, il y a donc ta rubrique Tout ou presque. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes ? On est quand même en décembre, pas très loin de Noël. Tout à fait. Et j'ai choisi de vous parler de la représentation justement des fêtes de Noël, du Père Noël, dans les différents théâtres, pièces de théâtre. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. On va aller voir comment on parle de Noël au théâtre. Le mois de décembre, le froid qui s'installe doucement, les villes qui se parent de leur plus belle lumière et la neige que l'on espère voir tomber. Et tout ça pourquoi ? Mais pour fêter dignement Noël. Une fête attendue avec impatience par les petits et les grands. Et cette fête de Noël est souvent représentée dans les pièces de théâtre. Je vais dans cette chronique vous en donner 4 exemples. Et vous allez voir dans ces 4 pièces que Noël y est à la fois traité comme un sujet de comédie, mais aussi parfois comme un sujet plus dramatique. La première pièce dont je voulais vous parler est une pièce qui a été adaptée au cinéma, dans un film.
un film qui a été plus d'une fois rediffusé à la télévision. Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben oui, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Ouais, exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Je parle bien évidemment du Père Noël est une ordure. Et oui, comment ne pas commencer cette chronique par la pièce la plus connue qui traite de Noël. Je vous rappelle l'histoire. À la permanence de détresse amitié, la nuit de Noël, Thérèse et Pierre répondent aux appels téléphoniques des désespérés. Et dans cette permanence, ils vont voir défiler toute une galerie de personnages qui va rendre cette pièce à la fois drôle, corrosive et surtout pleine de quiproquos. Mais Le Père Noël est une ordure n'est pas la seule pièce qui traite de Noël et qui a été adaptée en film. Et non, on peut aussi bien évidemment parler de la pièce 8 femmes de Robert Thomas. À la veille de Noël, une maison isolée sous la neige. Un meurtre est commis. La victime est un homme. Reste à chercher l'assassin parmi les autres. 8 femmes, 8 suspectes. Cette pièce a été adaptée en film en 2001 par François Ozon. Et cette pièce, qui se passe dans les années 50 dans une grande demeure bourgeoise en pleine campagne, sous la neige, représente la fête de Noël et le réveillon de Noël, dans lequel un drame survient. Le maître de maison est assassiné. 8 femmes proches de la victime, son épouse, ses filles, sa belle-sœur, sa belle-mère, la bonne et la gouvernante sont présentes. La coupable est forcément l'une d'entre elles. Commence alors une longue journée d'enquête entre disputes, révélations et trahisons. Mais Noël est aussi représenté sous la forme de comédie, comme par exemple dans la pièce 13 à table, qui se passe le 24 décembre à 10h. 13 à table au soir de réveillon, c'est encore pire que de passer sous une échelle. Madeleine et Antoine, qui attendent leurs invités, découvrent un peu tard qu'ils seront 13 à table. Superstitieuse, Madeleine va tout faire pour changer ce chiffre. Et à chaque fois qu'elle pense avoir trouvé la solution, patatras, un imprévu vient tout perturber. Ici, Noël y est traité sous le ton de la comédie. Mais Noël peut aussi être traité sous la forme beaucoup plus dramatique, comme par exemple dans la pièce Minuit chrétien de Tilly. Dans cette pièce, Minuit chrétien, on est la nuit de Noël quelque part dans un village de France. Une famille est réunie. Tous les ingrédients sont là. Le bonheur apparent de se retrouver en famille, les cadeaux, les guirlandes et les bulles de champagne. Bref, on s'apprête à fêter Noël comme dans une fête de famille par excellence. Mais très vite, la tournure des événements change. Entre révélations, secrets de famille, jalousie, non-dit depuis l'enfance, cette fête va se transformer en drame et va finalement faire plus de bien que de mal à cette famille. Dans les 4 pièces que je viens de vous citer, on voit que Noël est traité de façon différente, mais finalement qu'elle représente assez bien ce qu'on peut vivre. Et oui, on peut éprouver des sentiments très paradoxaux par rapport à cette fête de Noël. Pour certains, c'est un vrai bonheur de se retrouver en famille. On prépare les cadeaux, le sapin bien en amont. Pour d'autres, c'est plus compliqué. On appréhende de se retrouver en famille, voire dans sa belle famille. Et puis pour les gens seuls, Noël renforce le sentiment de solitude. Et finalement, le théâtre nous parle de la vie, de ce qu'on vit. Et Noël n'y échappe pas. Mais les fêtes de Noël sont aussi une excellente occasion pour les théâtres de faire le plein. Effectivement, on remarque une forte affluence dans les théâtres, notamment parisiens, pendant les fêtes de Noël. Déjà, on a plus de temps, on est en vacances. Et puis deuxièmement, les Français aiment bien aller au théâtre pendant ces fêtes. Bon nombre d'acteurs jouent d'ailleurs les soirs de réveillon. Alors si cette année vous séchez un peu niveau cadeau, offrez une place de spectacle. On le sait, depuis 2 ans, les théâtres souffrent à cause du Covid et ont souvent du mal à remplir leurs banquettes. Alors si vous offrez une place de spectacle, non seulement vous aidez la culture, mais en plus vous êtes sûr de faire plaisir. Effectivement, énormément de pièces se jouent à Paris et en province et méritent d'être vues.
Alors pensez-y vraiment pour vos cadeaux. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque de la représentation de Noël dans le théâtre. Et aujourd'hui, j'ai envie de finir cette chronique d'une manière un petit peu différente, en vous souhaitant de très très belles fêtes de fin d'année. Vous retrouverez en 2023 Marion et sa rubrique Tout ou presque, une rubrique que vous appréciez particulièrement parce que vous nous l'avez dit. 2023, ce n'est pas si loin, c'est dans quelques semaines, et vous retrouverez donc un nouvel épisode de l'entrée des coulisses fin janvier. Dans ce nouvel épisode, il y aura une petite particularité. C'est le moment d'ouvrir la 3e et dernière porte des coulisses, derrière laquelle je vous annonçais une surprise. Dans ce nouvel épisode de 2023, vous allez découvrir une artiste à sa manière. Elle tient un compte Instagram très original et elle viendra nous en dévoiler les coulisses. Et la surprise, c'est que vous pourrez prolonger l'écoute du podcast par du visuel. Oui, en allant sur la chaîne YouTube de la compagnie La Danse des Mots, qui produit donc ce podcast, vous pourrez voir un bonus sur le thème traité dans l'épisode. Alors ça peut vous paraître un peu flou comme ça, mais ne vous inquiétez pas, en 2023, je serai toujours votre guide dans les coulisses et je vous expliquerai tout. En fait, vous pourrez écouter le podcast tout à fait comme d'habitude et il y aura un bonus visuel sur la chaîne YouTube. Oh 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 oh. Ah oui, merci Père Noël de me rappeler cette info que j'allais oublier. Ce serait dommage. Oui, nous allons passer dans les jours qui viennent un appel à participation. Vous verrez cet appel à participation sur nos différents réseaux sociaux et aussi sur notre site. Tous les liens sont dans la barre d'information de cet épisode. Cet appel à participation concerne tous les artistes, quel que soit leur domaine. La danse, le chant, la musique, etc., etc. Si vous êtes porteur ou porteuse d'un projet artistique qui va voir le jour en 2023, nous vous invitons à venir en parler à notre micro. Oui, on vous offre le micro de l'entrée des coulisses pour venir parler de votre spectacle, de votre projet artistique et pour ainsi le faire connaître au plus grand nombre parce que ce petit podcast commence à avoir quelques oreilles quelque part là, au-delà du micro. Prenez donc contact avec nous et nous vous expliquerons tout sur la manière dont cela va se passer. Voilà, bon, je vais arrêter de papoter. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2022. Passez de belles fêtes, les meilleures possibles. Prenez soin de vous, comme on dit depuis quelque temps. Et puis, bien, je vous retrouve en 2023. Allez, zou, on referme la porte des coulisses. Ho ho ho. Non mais là, l'épisode est terminé, Père Noël. Hein ? Il faut penser à aller préparer votre traîneau et tout ça. Hein, il est temps là quand même, non ? Oh 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 oh. Non mais Père Noël, c'est terminé. Non, redonnez-moi ce micro. Redonnez-moi ce micro, ce n'est pas un jouet. Mais vous avez certainement plein de lettres à ouvrir, plein de cadeaux à préparer. Eh ben oui, voilà vos lettres. Ah ben voilà. Mais oui, il y a des enfants qui attendent et puis des grands aussi. Allez, il est temps.